L'homme qui rit, Victor Hugo. En arrivant au haut du mur de rocher, il se trouvait tourné du côté de la terre, il la considéra. Elle était devant lui, à perte de vue, plate, glacée, couverte de neige. Quelques touffes de bruyère frissonnaient. On ne voyait pas de route, rien, pas même une cabane de berger. On apercevait çà et là des tournoiements de spirales blêmes, qui étaient des tourbillons de neige fine, arrachés de terre par le vent et s'envolant. Une succession d'ondulations de terrain, devenues tout de suite brumeuses, se plissait dans l'horizon. Les grandes plaines ternes se perdaient sous le brouillard blanc. Silence profond. Cela s'élargissait comme l'infini et se taisait comme la tombe. L'enfant se retourna vers la mer. La mer comme la terre était blanche, l'une de neige, l'autre d'écume. Rien de mélancolique, comme le jour que faisait cette double blancheur. Certains éclairages de la nuit ont des duretés très nettes. La mer était de l'acier, les falaises étaient de l'ébène. De la hauteur où était l'enfant, la baie de Portland apparaissait presque en carte géographique, blafarde dans son demi-cercle de collines. Il y avait du rêve dans ce paysage nocturne. Une rondeur pâle engagée, dans un croissant obscur, la lune offre quelquefois cet aspect. D'un cap à l'autre, dans toute cette côte, on n'apercevait pas un seul scintillement, indiquant un foyer allumé, une fenêtre éclairée, une maison vivante. Absence de lumière sur la terre comme au ciel. Pas une lampe en bas, pas un astre en haut. Les larges aplanissements des flots dans le golfe avaient, çà et là, des soulèvements subits. Le vent dérangeait et fronçait cette nappe. L'ourque était encore visible, dans la baie, fuyant. C'était un triangle noir qui glissait sur cette lividité. Au loin, confusément, les étendues d'eau remuaient dans le clair-obscur, sinistre de l'immensité. Le Matutina filait vite. Elle décroissait de minute en minute. Rien de rapide, comme la fonte d'un navire dans les lointains de la mer. À un certain moment, elle alluma son fanal de proue. Il est probable que l'obscurité se faisait inquiétante autour d'elle, et que le pilote sentait le besoin d'éclairer la vague. Ce point lumineux, scintillation aperçue de loin, adhérait lugubrement à sa haute et longue forme noire. On eût dit un linceul debout, et, en marche au milieu de la mer, sous lequel rôderait quelqu'un qui aurait à la main une étoile. Il y avait dans l'air une imminence d'orage. L'enfant ne s'en rendait pas compte, mais un marin eût tremblé. C'était cette minute d'anxiété, préalable, où il semble que les éléments vont devenir des personnes et qu'on va assister à la transfiguration mystérieuse du vent en aquillon. La mer va être océan, les forces vont se révéler volonté, ce qu'on prend pour une chose est une âme. On va le voir. De là, l'horreur. L'âme de l'homme redoute cette confrontation avec l'âme de la nature. Un chaos allait faire son entrée. Le vent, froissant le brouillard et échafaudant les nuées derrière, posait le décor de ce drame terrible de la vague et de l'hiver qu'on appelle une tempête de neige. Le symptôme des navires, rentrant, se manifestait. Depuis quelques moments, la rade n'était plus déserte. À chaque instant, surgissaient de derrière les caps des barques inquiètes se hâtant vers le mouillage. Les unes doublaient le Portland Bills, les autres le Saint Alban Head. Du plus extrême lointain, des voiles venaient. C'était à qui se réfugierait. Au sud, l'obscurité s'épaississait et les nuages pleins de nuit se rapprochaient de la mer. La pesanteur de la tempête en surplomb, épandante, apaisait lugubrement le flot. Ce n'était point le moment de partir. L'ourque était parti cependant.